Donc, Ariane Zaïtsev, tu es doctorante en Performance Studies à New York University et presque docteur, à quelques semaines près. Tu as fait un master en études théâtrales à l'ENS de Lyon. Tu travailles actuellement au Rwanda avec les compagnies Rwanda Professional Dreamers et Amitsero Dance Company. Et ta conférence s'appelle « Écrire pour défaire, performance de la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda ». Bonjour. Alors effectivement, comme Pierre l'a dit, je vais vous emmener encore ailleurs, au Rwanda. Mon ordinateur m'a lâché hier, donc j'ai refait mes notes de mémoire, donc c'est vraiment dans le thème de la journée. Donc j'ai demandé à Pierre de me donner un petit top à 20 minutes pour que je puisse me mettre à la conclusion, au cas où je me laisserai emporter. Voilà. Donc je voulais vous parler en fait aujourd'hui d'un projet qui est développé par la compagnie Rwanda Professional Dreamers et l'artiste Odile Gakire-Katese, artiste rwandaise, qui s'appelle le Book of Life. Et en fait, c'est un projet qu'elle a commencé en 2009 pour la 15e commémoration du génocide des Tutsis, où elle a en fait organisé des ateliers d'écriture avec un groupe de veuves, un groupe d'orphelins et un groupe de génocidaires. Donc c'était des ateliers d'une semaine avec chaque groupe. Et elle leur a demandé, lors de ces ateliers, d'écrire une lettre à quelqu'un qu'ils avaient perdu ou quelqu'un qu'ils avaient tué, dans le cas des génocidaires. Donc, par ce projet, son but, c'était de symboliquement défaire la violence du génocide en redonnant, en fait, vie aux morts à travers cette adresse épistolaire et en faisant des morts les destinataires du témoignage des survivants et des génocidaires. Donc, pour analyser, moi, ce projet, je me tourne vers Dory Laub, qui a été mentionné, et Shoshana Fellman, qui rappelle en fait le rapport performatif de la parole et de l'art avec la violence. Donc, c'est-à-dire qu'il ne représente pas la violence, mais il contribue aussi à la constituer. Donc, oui. Non. Alors, Gakire, elle est rwandaise, mais elle est née et elle a grandi au Congo. Et elle est rentrée au Rwanda en 1996, donc 2 ans après le génocide. Non. Non. Enfin, elle est touchée dans le sens où sa famille, qui était restée au Rwanda, est morte pour la plupart, mais elle n'a pas d'expérience directe du génocide. Voilà. Donc, je tiens à préciser que ce projet s'est donc déroulé en fait, avec juste une centaine de personnes. Chaque groupe avait 30 participants à Butare, qui est à 2 heures de Kigali, dans le sud du Rwanda. Donc je ne vais pas ici faire des conclusions générales sur les expériences des rescapés ou des génocidaires du génocide, mais il se trouve que en fait, la parole qui est née de ces ateliers montre en fait la diversité du vécu et des expériences qui pourraient en fait être exprimées si on lui donnait cette place-là. Mais donc pour commencer, pour donner un petit peu un contexte de l'organisation de la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda, au niveau en tout cas officiel, c'est-à-dire la mémoire nationale telle qu'elle est organisée donc au sein des commémorations officielles, et puis telle qu'elle a pu être aussi écrite lors du processus des gachacha, les tribunaux locaux qui ont en fait fait le procès des crimes de génocide de 2002 à 2012. Donc dans ce contexte-là, la pratique du témoignage est extrêmement liée au traumatisme. Donc là encore, c'est rien de nouveau, parce que Dory Laub, encore une fois, évoque dans ses écrits déjà le risque de retraumatisation pour la personne qui témoigne, si elle ne trouve pas de destinataire qui l'écoute, et aussi le risque de traumatisation de celui qui écoute s'il n'arrive pas à créer en fait une distance suffisante avec ce qu'il reçoit. Donc, au sein des commémorations, le moment du témoignage, c'est aux rescapés uniquement qu'on donne la parole pendant les commémorations. Donc on leur demande de revenir sur leur expérience du génocide et ce qu'ils ont vu. Et donc ce moment du témoignage est en fait un moment déclencheur, très clairement, de crise traumatique. Donc par exemple, cette année, pour la 20e commémoration du génocide, le moment où le témoignage a commencé, donc il y a eu auparavant des discours politiques, des introductions, des vidéos,
et le public est à peu près calme. Mais au moment du témoignage, c'est le début des crises traumatiques. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, les gens de la Croix-Rouge commencent à évacuer les gens. Les crises aussi se propagent et sont en quelque sorte contagieuses. C'est-à-dire que quand une personne commence, très vite, ça se répand. Voilà, donc il y a vraiment un lien très clair entre la parole testimoniale et les crises traumatiques qui se déclenchent dans le public. Donc l'évocation du génocide par la parole dans ce cadre-là, dans le cadre de la commémoration, répète en quelque sorte la blessure qui a été faite. Dans les gachachas aussi, Ibuka, qui est une organisation qui regroupe en fait toutes les associations de rescapés et médecins du monde, ont mis en place un programme pour accompagner les rescapés qui sont appelés à témoigner dans les procès gachacha. Et ils soulignent dans leur rapport qui concerne ce programme à quel point témoigner dans les gachacha pour les rescapés est extrêmement traumatique. Non seulement parce que c'est une parole qui se fait en public devant toute la communauté, donc par rapport à par exemple des situations où de groupes, par exemple il y a des groupes de veuves, des groupes de rescapés, où c'est une situation un peu plus intime avec des gens qui ont une expérience partagée et où la parole est donc un peu plus safe, sûre. Là, on est face à la communauté, donc un groupe beaucoup plus grand, et surtout la parole, comme elle est dans le contexte d'un procès, est aussi remise en question. C'est-à-dire qu'on cherche à savoir si le rescapé dit bien la vérité. Donc, que ce soit dans la commémoration ou dans les gachacha, on demande aux rescapés de revenir sur les détails vraiment précis de la violence, très souvent de manière très graphique. Et donc même Hélène Dumas, qui a fait sa thèse sur le processus gachacha, parle presque même de reenactment, pour revenir à un terme que Marvin Carlson utilisait ce matin, en particulier de la part des génocidaires, où en fait, lorsque eux donnent leur témoignage, qui est en fait une confession, très souvent ils utilisent en fait le vocabulaire qu'ils utilisaient lors du génocide, donc au lieu de appelant leurs victimes Inyenzi, les cafards. Donc il y a une sorte un petit peu de retour dans le passé qui se fait, et même parfois des reenactments gestuels, donc puisqu'ils miment exactement quels ont été leurs gestes durant une attaque particulière ou le pillage d'une maison. Donc, dans ce contexte, il y a une répétition de la mémoire qui est nécessaire pour la constitution de l'histoire, mais cette répétition se fait à chaque fois dans la violence et avec un risque énorme de traumatisation qui est tout à fait évident dans les commémorations. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est aussi que les personnes qui ont ces crises traumatiques pendant les commémorations, parfois il s'agit d'enfants de 15 ans qui donc n'ont pas vécu le génocide, mais il y a une sorte de contamination comme ça au-delà, à travers les générations. Donc, dans ce contexte-là, pour moi, les ateliers qu'a proposé Gakile font un travail qui démêle un petit peu le témoignage du traumatisme. Tout d'abord parce que, en s'adressant aux morts, déjà, on trouve un destinataire intime, c'est-à-dire on s'adresse à son père, à sa mère, à sa sœur, à un voisin, à quelqu'un de proche, quelqu'un qui va forcément être concerné par le témoignage qu'on écrit. Donc en s'adressant aux morts, les rescapés et les génocidaires créent en quelque sorte leur propre destinataire. Et donc Dory Lobb, encore une fois, parle de l'Holocauste comme d'un événement qui a annihilé la possibilité de l'adresse. Et dans ce cas-là, donc dans le cas du génocide des Tutsis, l'idée de s'adresser à un mort proche, vient en quelque sorte pallier à ce manque. L'adresse aux morts permet aussi de déplacer le témoignage, c'est-à-dire qu'au niveau du contenu, on va trouver non pas des témoignages de la violence de 1994, des détails de cette violence-là, mais Gakile a vraiment insisté avec les participants, leur dire ici, vous avez l'occasion de dire ce que vous n'avez pas pu dire, ce que vous pensez essentiel de dire,
mais qu'on ne vous a pas donné l'occasion de dire. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au début, lorsqu'elle a récolté en fait, les premières lettres, à la fin du premier jour d'atelier, les participants, instinctivement, répéter la forme institutionnelle du témoignage, c'est-à-dire pour les rescapés, le témoignage qu'on leur demande lors des commémorations, lors des gachacha, et pour les génocidaires, la confession telle qu'ils ont pu l'écrire ou la dire lors de leur procès gachacha. Donc elle a fait avec eux en fait un travail de déconstruction du langage. Donc il s'agissait un petit peu de défaire les mots pour pouvoir reproduire ensuite, recréer un langage qui soit plus personnel. Donc une des choses qu'elle leur a dit après avoir lu ces premières lettres, c'est de leur demander de mettre des choses derrière les mots. Parce qu'elle leur a dit, toutes vos lettres se ressemblent, mais je sais que vos douleurs ne se ressemblent pas. Donc, avec un tableau noir, elle a fait le travail d'écrire, de dire, voilà, on va prendre ensemble tous les mots qui constituent au niveau national la mémoire du génocide. Donc, tout ce qui est rattaché à cette mémoire-là, unité, réconciliation, pardon, etc. On va mettre ça et on va se poser la question de que veulent dire ces mots vraiment pour nous. Donc avec les génocidaires en particulier, elle a fait un gros travail sur la notion de pardon. Et puis avec les rescapés, c'était plus, puisque beaucoup dans leurs lettres écrivaient tu me manques, vous me manquez, etc. Et donc elle leur a demandé d'approfondir, en fait, de dire qu'est-ce qu'il leur manquait exactement, d'aller un petit peu plus en profondeur et un petit peu plus dans les souvenirs personnels pour, au-delà de donner des noms et des visages aux victimes, de donner aussi des anecdotes qui puissent faire le lien avec les vivants. Donc, à travers les lettres qu'ils écrivent aux morts, les rescapés et les génocidaires rendent les morts vivants de deux façons. Donc déjà, en évoquant leur vie. C'est quelque chose que Gakiré leur a particulièrement demandé, de dire, voilà, pour l'instant, tout ce qu'on connaît. Elle a pris donc son exemple, effectivement, de Rwandaise qui a grandi au Congo et qui est rentrée au Rwanda après le génocide, qui donc n'a pas connu sa famille décédée. Et leur disant, voilà, moi, par exemple, quand je parlerai à mes enfants, je leur dirai, votre grand-mère, je connais son nom, et je sais comment elle est morte. Je sais qu'on l'a jetée dans les toilettes. Mais c'est tout. Je ne sais rien d'autre. Donc c'est à vous, qui avez connu ces gens-là, de donner à leur mémoire autre chose que juste un nom et une façon dont ils sont décédés. Donc vraiment, dans les lettres, les rescapés et les génocidaires aussi, parce que très souvent les génocidaires s'adressent en fait à des voisins, à des gens avec qui ils ont partagé une vie avant la période du génocide. Donc ils évoquent la vie des morts. Et ensuite, par l'adresse, ils rendent les morts vivants dans le sens où, en lisant les lettres, on a vraiment l'impression qu'ils vont recevoir une réponse, qu'ils s'adressent à quelqu'un. Certains orphelins, par exemple, laissent leur numéro de téléphone. Une orpheline s'adresse à son père et lui dit, voilà, si tu peux, renvoie-moi une lettre par la personne qui t'apportera celle-là. Donc que ce soit par jeu, en se prêtant au jeu de l'imagination, il y a vraiment cette création de la confusion, surtout du point de vue du lecteur, en lisant les lettres, où tout d'un coup, il y a un vrai dialogue et cette impression étrange, même quand on sait que les destinataires sont morts, que peut-être ils vont répondre et que peut-être une communication en fait est possible. Donc, je cite à nouveau Gakiré, qui dit « L'acte d'écrire, ce n'est pas juste écrire sur le papier, c'est écrire vraiment dans la vie. C'est quelque chose qui va se faire parce que tu l'as écrit. Tu l'as rêvé une fois et cela peut se faire. » Donc là, et encore une fois, c'est l'écriture comme action, donc la performance de l'écriture. Et donc, par ces lettres-là qui décrivent les morts de leurs vivants, et qui recrée aussi les liens, puisque très souvent, il y a donc non seulement l'évocation de la personne quand elle était vivante, mais aussi vient l'évocation de la période d'après 1994. Donc les gens donnent des nouvelles, disent ce qu'ils ont fait depuis, donc là c'était 15 ans, c'était 2009, 15 ans après le génocide, ce qu'ils ont fait depuis 15 ans. Donc pour les orphelins qui ont été
sélectionnés parmi une organisation de rescapés du génocide qui étaient tous étudiants à l'université. Donc tous expliquent les études qu'ils font et incitent vraiment sur le fait que voilà, ils sont fidèles aux valeurs que leurs parents leur ont transmises. Donc encore une fois, les morts sont vivants aussi à travers ce qu'ils ont pu transmettre aux personnes qui restent derrière. Il y a même un génocidaire qui, s'adressant à sa victime, lui assure aussi qu'il assurera sa mémoire, qu'il parlera d'elle à ses enfants, qu'il parlera d'elle à ses voisins, qu'il parlera d'elle à tout le monde, et qu'il sera en quelque sorte le gardien de sa mémoire, en quelque sorte pour contrer le fait que c'est lui qui l'a tué. Donc, je suis perdue. Oui. Donc par ces lettres-là qui vont au-delà du moment du génocide, donc même si Gakiré a demandé aux rescapés et aux génocidaires de se détacher de la description de la violence et justement des témoignages qu'on leur demande habituellement, elle a aussi laissé la porte ouverte en disant voilà, si votre besoin là tout de suite, c'est encore une fois de revenir sur ces événements-là, vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez et vos lettres, je les prendrai quoi qu'elles contiennent. Donc il y a quand même des lettres qui reviennent sur 94 et sur les événements. Mais pour la plupart, l'évocation du génocide est en fait encadrée par l'évocation de l'avant et puis l'évocation aussi de l'après. Donc quelque part, les lettres localisent le génocide dans le temps. Et je cite ici Kathy Caruth, qui travaille en littérature comparée, mais a énormément travaillé sur le trauma. Et qui dit donc que l'impact de l'événement traumatique consiste précisément dans son refus d'être localisé, son apparition insistante en dehors des frontières d'un temps ou d'un endroit. Donc ici, en localisant en quelque sorte ou en intégrant le génocide au sein d'un récit qui va au-delà, qui se commence dans l'avant et qui continue dans l'après, il y a en quelque sorte une réduction du potentiel traumatique de l'événement. Et le génocide est souvent aussi présent en filigrane. C'est-à-dire que même quand les rescapés en particulier, même quand ils ne l'évoquent pas, en fait, dans l'évocation des liens qui pouvaient les unir à leurs parents ou à leur mari ou à leurs enfants, et l'évocation ensuite de leur vie après, de l'absence, on ressent en fait la violence et justement la rupture qu'a représenté le génocide. Donc à l'intérieur des lettres au fond, c'est non seulement la performance des mots, mais c'est aussi la performance du silence et de ce qui n'est pas en fait écrit et ce qu'on lit entre les lignes. Donc je vais vous lire une lettre qui donne un exemple de ça, de la violence en fait qui se déploie, qui même lorsqu'elle n'est pas écrite, peut se déployer entre les lignes et peut en fait être ressentie par le lecteur. Donc c'est une veuve qui a choisi d'écrire à ses parents, lettre très courte. Chers parents, priez pour moi. Je suis restée seule dans les décombres de chez nous, comme un arbre solitaire. Adieu. Le ventre est ingrat. Je passe la nuit à pleurer. Je passe la journée à pleurer. J'ai acheté une porte en tôle métallique, 2 portes et 4 fenêtres en métal. Priez pour moi. Donc cette lettre, qui est extrêmement courte et assez surprenante, puisque finalement elle dit l'absence, elle dit la solitude surtout, mais en particulier la dernière section qui fait en quelque sorte une liste des courses, une liste de ce que cette personne-là a acheté pour sa maison, est assez surprenante. Et en mars de cette année, j'ai travaillé avec des acteurs de radio pour enregistrer les lettres et les diffuser, donc une lettre par jour, parce qu'on a 100 lettres, et la période de commémoration du génocide s'étend du 7 avril au 4 juillet, donc à peu près 100 jours. Donc l'idée était d'enregistrer les lettres pour diffuser une lettre par jour pendant la période de commémoration. Et l'actrice qui devait lire cette lettre est en fait venue nous voir avec beaucoup de questions, car elle ne comprenait pas vraiment et elle ne savait pas comment interpréter cette lettre. Et c'est le cas en fait pour un grand nombre de lettres, c'est-à-dire que elle laisse
une grande part aussi à l'imagination du lecteur. Elles sont en fait une conversation entre le rescapé ou le génocidaire et la personne décédée, et le lecteur est en quelque sorte sur le côté, et est à la fois le témoin du rescapé, à la fois le témoin du mort que le rescapé évoque, et aussi le témoin de la relation qui unit celui qui écrit la lettre et celui qui la reçoit ou pas. Donc le lecteur, quelque part, investit la lettre et doit aussi aller chercher le sens dans les endroits où il n'est pas tout à fait clair. Donc par là, le mort est replacé au centre en fait du processus testimonial et de la création de la mémoire après, dans le présent. Et c'est quelque chose sur laquelle Gakiré a beaucoup insisté, l'idée de mettre les concernés en contact. Pour elle, c'est voilà, dans les commémorations officielles, dans les gachacha, les témoignages qui sont donnés, les confessions, sont donnés pour les vivants, sont donnés pour la constitution d'une justice, pour la constitution d'une mémoire, mais très peu sont peu souvent donnés pour les morts, sont peu souvent donnés dans un travail comme ça de deuil. Et donc c'est ce lien-là qu'elle voulait vraiment récupérer pour mettre les concernés en contact, en quelque sorte. Donc, pour finir, pour revenir à la lettre que j'évoquais du génocidaire qui se pose en quelque sorte aussi en gardien de la mémoire de la personne qui l'a tué et qui professe comme ça sa volonté de dire voilà, je parlerai de toi et je garderai ta mémoire en vie. On a, avec cette lettre en particulier, on voit qu'il y a un rapprochement en fait des expériences des rescapés et des génocidaires, sans toutefois les confondre, hein, puisque les lettres sont extrêmement différentes, les lettres des rescapés et les lettres des génocidaires, évidemment, puisque ce n'est pas du tout la même démarche. Et les lettres des génocidaires en particulier travaillent beaucoup sur le pardon, mais à la fois, parce que ces lettres sont intimes, même pour les génocidaires, on voit vraiment, elles construisent un peu un réseau de relations interpersonnelles qui touche au fait que, on l'a souvent dit, le génocide des Tutsis est un génocide de proximité. Donc il y a vraiment, et c'est l'occasion par exemple pour les génocidaires, dans leur évocation du pardon, ils évoquent aussi beaucoup comment ils se sentent vis-à-vis de ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs émotions aussi vis-à-vis de ça, ce qui est quelque chose qui n'a pas sa place dans, par exemple, une confession dans les gachacha. Donc tout d'un coup, il y a une dimension beaucoup plus personnelle qui fait que les rescapés et les génocidaires, sans être mis en présence, puisque les ateliers se sont déroulés avec chaque groupe séparément, finalement regardent dans la même direction, s'adressent aux mêmes personnes, les disparus du génocide. Et donc, pour Gakiré, c'est l'idée de les mettre côte à côte dans le livre et d'inclure tout le monde aussi, tous les concernés dans la construction de la mémoire du génocide. Donc, ces lettres, pour la plupart, évitent la répétition de la violence, mais représentent aussi donnent du poids au silence, donnent du poids aussi à ce qu'on peut dire dans les espaces. Donc, avec un témoignage à la fois de l'avant-génocide, du génocide et de l'après, même si le génocide déborde toujours. Donc, pour revenir à la citation de Carruth, cette idée que même si le génocide est plus encadré dans ces lettres-là, et qu'on essaye de le placer en lien avec un avant et un après, il y a toujours un débordement comme ça de l'absence, de la rupture et de la violence du génocide. Donc la mémoire que construisent ces lettres reste tout à fait douloureuse, mais à mon avis, ne répète pas la blessure, dans le sens où elle donne aussi à lire et à entendre, dans le cas des enregistrements, la façon dont les morts ont
le sens qu'ils avaient et la place qu'ils avaient dans la vie d'avant et la place qu'ils ont toujours, donc les liens qui existent toujours et qui sont en fait récupérés aussi à travers l'écriture avec les survivants et les génocidaires aujourd'hui. Voilà. Merci Ariane. Les conférenciers ont tellement introjecté les demandes concernant le temps que maintenant ils demandent à être interrompus. Je précise, Ariane avait demandé à ce que je lui signale qu'elle avait passé les 20 minutes. La question qui me venait en t'écoutant, ça concernait le « et » dans les rescapés et les génocidaires. J'ai un peu de mal avec une sorte de mise à niveau. Alors tu as précisé le dispositif, à savoir qu'ils n'étaient pas ensemble. Mais d'après ce que j'ai compris, les génocidaires qui participent à ces ateliers ont été jugés dans les gachacha. Oui. Donc on a une différence avec ce qui se passe, par exemple, au S21 de Ritipan, à savoir qu'ils parlent après avoir été jugés et non pas parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas jugés, ce qui était le cas dans S21, puisqu'il y avait une impunité assurée à tous les criminels. Mais ça pose quand même un problème, tu veux, le dispositif de similarité, non? Similaire dans quel sens? C'est-à-dire qu'on demande aux victimes, et on met les victimes et les bourreaux dans un dispositif identique, non? On ne les met pas dans le même endroit, puisqu'ils sont... mais d'une certaine manière, on égalise leurs paroles, non? Quelle a été, je dirais, la réflexion éthique sur cette question? Mais égaliser dans quel sens? La parole d'un rescapé et la parole d'un bourreau se situent quand même dans des contextes, même si le bourreau a été jugé, se situe quand même dans des contextes d'énonciation tout à fait différents, non? J'ai du mal à préciser ce « et », mais il y a quelque chose qui me tracasse dans le « et ». D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui. Après, oui. Oui, mais après, il y a une introduction quand même aux lettres, elles ne sont pas balancées comme ça. Donc les lettres s'accompagnent d'une introduction du projet, d'une explication du projet. Donc, et puis après, je veux dire, je comprends la peur de l'égalisation, mais dans le déroulement même des ateliers, le travail a été extrêmement différent avec les rescapés, avec les veuves et les orphelins, et avec les génocidaires, dans le sens où ça n'a pas du tout... parce qu'avec les génocidaires, d'ailleurs, bien qu'ils aient déjà été jugés par les gachacha, donc c'est des génocidaires qui n'ont pas... il n'y a pas de motivation de dire « ah, je dois mentir parce qu'on ne sait jamais, on pourrait me... » Voilà, ils ont déjà été jugés, ils ont déjà écrit leur confession. Mais malgré ça, la première lettre qu'ils ont écrite, pour la plupart, était une lettre où ils clamaient leur innocence. Donc Gakile a fait aussi un travail avec eux, déjà sur la notion de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire tuer quelqu'un? Est-ce que c'est seulement prendre la machette? Est-ce que aussi pointer du doigt ou révéler la cachette de quelqu'un? Enfin voilà, une réflexion là-dessus, une réflexion sur la notion de pardon. Donc c'est un travail dans le sens où la façon dont les ateliers se sont déroulés a été extrêmement différente, et elle n'a pas du tout fait le même travail, puisqu'il fallait évidemment s'adapter aux expériences de chacun. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je suis un peu dans la même ligne de questions que Pierre Bayard. Ouais. C'est pas une question d'égalisation. Bon, Dory Lope, que nous connaissons très bien, c'est un ami, ainsi qu'Ati Carus d'ailleurs, a écrit un texte sur les bourreaux. Je ne sais pas s'il l'a publié. Mais lui-même était en camp de concentration jusqu'à l'âge de 6 ans, à l'âge de 6 ans en Roumanie. Et donc, peut-être de sa position subjective, c'est toujours pareil, il a du mal à croire les bourreaux. Il dit que les témoignages des bourreaux sont toujours entachés de, faut paraître bien, on est dans le faux self. Et il est assez, radical là-dessus.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, c'est peut-être le et, justement. C'est pas une question d'égalité, ou vous avez bien parlé de dénonciation, de position d'énonciation, qui n'est absolument pas la même. Les uns, il faut qu'ils arrivent à se faire accepter, ou je ne sais pas quoi, enfin bon. Et les autres, ce n'est pas du même ordre, ce dont ils ont à témoigner. Ce n'est pas du même témoignage. Voilà, c'est ma question. C'est une question qu'on retrouve maintenant dans une multitude de livres ou de films, qui est que faire de la parole du bourreau, puisqu'il y a de plus en plus qui s'expriment. Martin, il y a une question de Marie-Josée Monzin. Oui, je voulais. Oui, je pense que la question, c'est pas celle de l'égalité. L'utilisation d'une conjonction de coordination du type et est presque une espèce d'obligation syntaxique qui n'est pas une position idéologique. Ce qui me paraît important, c'est que ce et est à charge. C'est-à-dire que ce qui est en question, comme c'est ce qui a été le problème pour la communauté cambodgienne, c'est que bourreaux et survivants doivent vivre désormais ensemble. C'est qu'ils vont redevenir voisins. Ils vont partager de l'espace et du temps commun. Et c'est ça qui est à charge du « et ». C'est-à-dire il va falloir fabriquer du partage qui ne soit pas celui de la haine rentrée, de la vengeance en suspens, de l'irréparable. Donc, pardon ou pas pardon, de toutes les façons, il va falloir vivre ensemble si la vie est véritablement la seule valeur qui vaille la peine de défendre, une fois que le pire est arrivé. Donc, je voudrais revenir sur ce qu'a fait Ritipan, justement, qui est de mettre ensemble, dans le même espace, bourreau et victime. Mais la caméra, comme vous savez, il a voulu que la caméra soit hors du champ. Il n'a pas partagé l'espace. Donc, le dispositif était... Les bourreaux seront là, les victimes vont assister au récit des bourreaux, et la caméra va prendre note, je dirais, de ce qui arrive devant ces gestes de mémoire. Et comme vous le savez, puisque j'imagine que vous l'avez vu, le film de Ritipan, enfin en tous les cas au moins S21, qui est antérieur au procès, pas du tout postérieur. On n'est pas. D'ailleurs, quand on disait à Ritipan, est-ce que vous avez fait S21 pour entamer un procès? Non. Ma position n'est absolument pas de mettre en procès le bourreau. Au contraire. Au contraire. Le geste cinématographique, la performance cinématographique n'est pas là comme un tribunal. Elle ne fait pas office de tribunal. Elle met en scène quelque chose qui est à charge de la communauté cambodgienne. Et là, à ce moment-là, il y a un reenactment, c'est vrai, c'est-à-dire que vous vous souvenez, les bourreaux entrent dans le champ où étaient les victimes, qui sont invisibles, qui sont fantomatiques et qui ont disparu, et devant les survivants, rejouent tous les gestes de la torture et de la mort. Et donc, je trouve qu'on est dans quelque chose... Ce qui m'intéresserait de savoir par rapport à votre témoignage, enfin ce dont vous parlez, c'est comment est vécu ce dispositif dont vous parlez par rapport à la reconstitution d'une communauté de gens qui vivent ensemble. Mais oui, rapidement. Oui, justement, le et quelque part, c'est un et de fait en fait. Rescapés et génocidaires vivent ensemble. Et du coup, cette idée, donc effectivement, l'idée de la remise en question de la parole du bourreau, et puis c'est vraiment l'expérience de Gakile, c'est-à-dire la première lettre, c'est j'ai rien fait, alors qu'ils ont été jugés au Gacaca, ils ont déjà confessé, donc il y a vraiment un doute vis-à-vis de la parole du bourreau. Et pour elle, encore une fois, l'adresse aux morts, c'est ça, c'est de dire dans la vie de tous les jours, les rescapés et les bourreaux vivent ensemble. Dans les Gacaca, ils s'adressent les uns aux autres. Mais donc, les bourreaux ont été mis en contact avec donc, la société, la communauté, et avec les rescapés. Donc, quand ils ont demandé pardon, c'était aux rescapés, s'ils ont demandé pardon. Quand ils ont expliqué, quand ils ont donné les détails de ce qu'ils ont fait, quand ils ont dit où étaient les corps, c'était aux rescapés qu'ils s'adressaient. Donc là, l'idée de Gakile, c'est de dire, mettre c'est-à-dire
ne pas s'adresser à quelqu'un dont on a tué la mère en demandant pardon, mais en s'adressant directement à la personne qu'on a tuée. Donc c'est des espaces d'expression personnelle, et c'est pour ça que ça s'est passé séparément. Parce qu'en fait, non seulement les rescapés et les bourreaux doivent vivre ensemble, c'est dans les faits, mais il y a aussi énormément de projets soutenus par le gouvernement qui poussent énormément pour cette idée d'unité et de réconciliation, où ils sont presque forcés à vivre ensemble. Il y a des fermes où ils cultivent des cacahuètes ou du thé ou du machin, et où on amène des gens pour leur montrer que, regardez, c'est quelqu'un qui a tué la famille de cette femme, et maintenant ils vivent ensemble et ils sont réconciliés. Donc il y a des projets qui travaillent sur cette mise en présence, il y en a beaucoup. C'est pour ça que Gakile n'a pas voulu les mettre en présence, parce que c'est déjà c'est très violent aussi pour les rescapés. C'est la lettre que j'ai lue de cette femme qui se barricade, qui achète une porte en métal, elle a peur, elle est toujours dans cette idée-là qu'ils peuvent venir la chercher à tout moment. Donc, quelque part, c'était de leur offrir un espace où ils sont entre veuves, entre orphelins, entre personnes, un petit peu comme le soutien que peuvent offrir les groupes de rescapés, et de dire, voilà, c'est un espace où on peut libérer un petit peu sa parole, et où finalement la question puisque ce sont plus des témoignages directs de 94, c'est en dehors des gachachas, c'est en dehors des commémorations, donc c'est pas la vérité historique ou de la justice, c'est de dire finalement la notion de vérité est moins importante. C'est plus ce que cette personne-là, évidemment ces lettres-là sont tellement personnelles qu'on ne va pas les utiliser comme documents historiques. C'est plus des espaces en fait d'expression. Et voilà. Merci beaucoup. Vas-y, Martin. Oui, non, je ne veux pas surtout interrompre. Je suis désolé de devoir t'interrompre, mais les techniciens vont devoir déplacer les tables pour la dernière partie de la journée, qui est donc une performance qui va être un entretien performance entre David Lescaut et de la Vallée Bidier-Fono.